Social selling. Le meilleur conseil que je puisse donner, ce serait de vraiment se concentrer sur la spécificité de la proposition de valeur, parce qu'on en voit beaucoup qui misent beaucoup sur la créativité, et on sait très bien qu'en copywriting, la clarté prévaut toujours sur la créativité. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on va faire un épisode assez spécial. En fait, pour vous introduire un peu le concept, il y a quelques mois, j'ai lancé une grande enquête à propos de Social Selling afin d'avoir un retour de notre communauté, donc de vous. Et dans cette enquête, j'offre la possibilité aux auditeurs de me proposer des épisodes qu'ils aimeraient avoir. Et c'est le cas de cet épisode justement. Aujourd'hui, je reçois une invitée externe à l'agence J7 Media, mais dont les compétences pourront très certainement vous aider à améliorer vos publicités et surtout ce qui arrive derrière. Sans plus tarder, je me tourne vers mon invitée, Justine Guerre, copywriter professionnelle. Comment ça va, Justine ? Ça va très bien et merci pour l'invitation, Antoine. Écoute, merci de venir chez Social Selling. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire sur le copywriting. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait prendre juste 2 minutes pour que tu te présentes à l'audience et que tu nous parles de ton expérience en tant que copywriter ? Oui, bien sûr. Alors, mon parcours, en fait, il est assez atypique dans le sens où dès 2017-2018, je faisais déjà du copywriting sans vraiment le savoir. Donc, j'écrivais surtout des pages produits pour des clients et je voulais les rendre plus catchy, plus impactantes. Donc, j'ai cherché comment faire. J'ai lu plein d'articles en anglais essentiellement. Et c'est comme ça que je suis tombée sur des frameworks comme AIDA, PAS ou BAB. Autant te dire que ça a bien pimpé mes pages produits. À partir de 2018-2019, le copywriting a commencé à devenir tendance en France. J'ai trouvé plus de ressources en français. Je me suis formée sur le tas au début, puis j'ai investi dans de vraies formations. Et finalement, j'ai décidé de me tourner entièrement vers le copywriting fin 2021, début 2022. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les startups dans l'optimisation de leur tunnel de vente. Donc en gros, ils restent concentrés sur ce qu'ils savent faire de mieux et je les aide à augmenter leur nombre de leads et ou leur vente. Donc ça leur permet de gagner du temps, de l'argent et de l'espace mental. Ok, d'accord. On a pas mal échangé pour préparer cet épisode et je commencerai avec une question logique vis-à-vis de ton expertise. Comment analyses-tu qu'il y a un problème dans le copywriting d'un tunnel de vente ? Est-ce qu'il y a une logique d'analyse et si oui, par quelle métrique ? Alors, comme je te disais en préparant l'épisode, j'imagine que chaque copywriter a sa façon de procéder. Mais personnellement, déjà, quand on vient me voir et qu'on me dit « j'ai besoin de tel ou tel truc parce que ça convertit pas », je fais pause, je dézoome et je regarde la stratégie dans son ensemble, histoire d'analyser pourquoi ça convertit pas, justement, et pas me mettre à écrire une séquence email, par exemple, alors que le problème est ailleurs. Donc, ça convertit pas pour plusieurs raisons. Les plus courantes, il y a un problème de cible qui est mal défini. Il y a un problème de positionnement ou d'offre. Il y a un problème technique, ça peut arriver. Une page qui est pas responsive, du texte qui apparaît pas où il faudrait. Et effectivement, après, il y a un problème de copywriting. Que ce soit une solution pas adaptée, la structure de la page qui est pas optimisée, trop d'étapes pour s'inscrire, etc. Donc, en gros, si tu mets pas le bon message, la bonne solution en face du problème de la bonne personne, ça ne peut pas fonctionner. C'est un triptyque qui est essentiel pour convertir. Et généralement, c'est pas super pertinent de vouloir tout miser sur le copywriting si t'as pas un produit terminé avec un positionnement validé. On le voit souvent, mais le copywriting, ça n'a rien de magique. C'est ce qui vient sublimer l'offre, qui répond à un point de douleur précis pour une audience donnée. Donc, si je devais donner une image pour illustrer tout ça, ce serait comme une sauce qui vient faire le lien entre la pièce principale et l'accompagnement. Je te pose la question entre parenthèses. Tu parles de l'offre. Effectivement, l'offre est hyper importante. En Facebook Ads, on a tendance à dire que tu as beau avoir les meilleures publicités, les meilleurs paramétrages. Si ton offre est mauvaise, tu ne vendras pas. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Je te laisse continuer, pardon. Du coup, tu me parlais des métriques. Alors, les métriques. Pour une page de capture, si le taux de conversion est supérieur à 50%, c'est très bien. Il y a pas grand-chose à changer. Si c'est entre 40 et 50%, c'est potentiellement améliorable, mais c'est déjà pas mal. Et entre 30 et 40%, c'est passable. Il y a moyen d'optimiser. Par contre, si c'est inférieur à 30%,
il y a un problème de trafic, de qualification des prospects ou de la page de capture en elle-même. D'accord. Après, pour les emails, est-ce qu'il faut regarder le taux d'ouverture ou pas ? J'ai tendance à croire que c'est pas très pertinent. D'une part, parce que depuis la mise à jour d'iOS 15, ça empêche le tracking de taux d'ouverture, donc le niveau de fiabilité est limite. Et d'autre part, qui n'a jamais ouvert un mail sans le lire juste pour nettoyer sa boîte mail ? Je l'ai évidemment fait. Tu te plaides coupable. Moi aussi d'ailleurs. Oh, totalement. Donc voilà. Un grand coup de scroll, tu laisses rouler l'email et après tu te barres parce que t'as rien vu d'intéressant en même temps. C'est difficile de voir quelque chose d'intéressant quand t'as tout l'écran qui défile à toute vitesse. Et oui. Donc voilà, c'est pour ces raisons principales que regarder le taux d'ouverture, c'est pas super pertinent. Par contre, c'est plus intéressant de regarder les actions provoquées par un email, à savoir les clics, les ventes et les réponses. Donc, pour ce qui est du taux de clic, justement, l'important, c'est de regarder les taux actuels et de voir si les nouveaux emails font mieux ou moins bien en termes de clics, de ventes et de réponses. La meilleure comparaison à faire, c'est avec les taux de départ, pas avec les taux des autres. Okay. Enfin, pour une page de vente, globalement, 1% de conversion, c'est le minimum. Par taux de conversion, j'entends le ratio nombre de ventes sur nombre de visites de la page sur une période donnée. Et ce qui est intéressant aussi pour mettre le doigt sur les problèmes, c'est de faire des taux de conversion plus spécifiques. Par exemple, regarder le taux de conversion de la page de paiement. Dans ce cas, s'il y a moins de la moitié des personnes qui achètent après avoir cliqué sur le call to action, le CTA, il y a peut-être un problème sur la page de checkout. Okay. Après, tout ce que je viens de dire, c'est à nuancer en fonction du prisme par lequel on regarde, bien sûr. Ça dépend de plein de paramètres. Le marché, la niche, le type de trafic, etc. Et si on envoie peu de trafic ultra qualifié, forcément le taux va grimper. Au contraire, si on envoie des milliers de personnes pas du tout qualifiées, le taux va baisser. J'aimerais même ajouter un point dont tu as parlé, donc sur l'emailing, sur le fait que est-ce que ça génère une action et notamment des réponses. C'est vrai que généralement, on peut utiliser l'email en disant on va renvoyer sur une page de vente ou on va renvoyer sur sur une action qui va être absolument automatisée. Demander une réponse manuelle, c'est-à-dire que quelqu'un vous renvoie un message en rédigeant quelque chose, ça vous permet aussi de faire avancer la personne dans votre tunnel de vente. Et j'en veux pour preuve, je participais, j'étais spectateur au AdWorld de 2023, le début 2023, il y avait Ryan Deiss, qui est le CEO de Digital Marketer, qui sont vraiment des brutes en marketing en l'occurrence. Et il expliquait que chez Digital Marketer, eux, ils misaient énormément sur des réponses par email. C'est-à-dire qu'ils envoyaient plus sur des pages de vente, mais à l'inverse, ils demandaient juste aux personnes de répondre pour engager une conversation et par la suite, ils arrivaient à convertir. Donc, n'oubliez pas que l'emailing aussi, c'est un moyen de communication dans le sens, vous envoyez un message, la personne peut y répondre aussi. Voilà. Exactement. Donc ça ne pas oublier que ça fonctionne aussi dans ce sens. Et on parle d'emailing, mais par extension, c'est quoi les erreurs que tu retrouves le plus souvent dans des pages de vente ou de capture d'email que tu analyses chez tes prospects? Alors, les erreurs en copywriting que je retrouve, elles sont assez communes finalement. Et je dirais que dans le top 5, on retrouve le manque de spécificité dans la promesse. Donc souvent, il y a moyen d'être beaucoup plus précis dans la proposition. Si je dois donner un exemple, on peut remplacer tu vas gagner plus d'abonnés sur LinkedIn. Le plus, on peut le transformer en tu vas gagner 20 abonnés par jour sur LinkedIn. On apporte davantage de précision. Deuxième erreur, ce serait la cohérence dans le parcours d'achat en fonction du niveau de conscience du prospect et de la promesse. Par exemple, de la pub à la landing page. Si le prospect est solution aware après avoir lu la pub, sur la landing page, il n'y a pas besoin de revenir sur un storytelling, sur les fausses croyances, etc. Le but sur la landing page, ça sera de convaincre que votre solution est la meilleure pour son problème. Et au niveau de la promesse, c'est pareil. Si je clique sur une pub qui promet que je vais pouvoir m'inscrire à une masterclass pour, X, Y, Z, il faut que je tombe bien sur la page de présentation de cette masterclass avec un bouton pour s'inscrire. Si je dois donner une autre erreur, ce serait trop de superflu. Donc, ce qui fait la force du copywriting, c'est la clarté du message. Si ta phrase n'apporte rien de plus, si elle ne sert pas à l'objectif que tu vises, c'est qu'elle n'est pas utile, donc tu peux la supprimer, tout simplement. Une autre erreur, ce serait la preuve sociale qui est noyée dans les tréfonds de la page, alors que c'est un des éléments clés à mettre en avant dès le header pour réassurer la cible. Et d'autres erreurs très communes qu'on voit beaucoup, c'est des menus de navigation sur la page, un footer, des liens externes, plusieurs cibles, plusieurs CTA, enfin un petit peu de tout, quoi. Trop d'options, trop de distractions, trop de choix. Ouais, voilà. L'idée, je le rappelle, lorsque vous passez par une page de vente, c'est justement d'enlever toutes les distractions,
C'est-à-dire que on avait fait même des tests chez J7 Media en publicité. On envoyait soit sur le site e-commerce d'un client, soit sur une page de vente. En fait, ce que vous évitez, c'est que la personne clique sur autre chose et se perde et finalement, parce qu'il y a trop de choix, ne fasse aucun choix justement. J'aimerais appuyer plein de choses que tu as dit. Tu as parlé de notamment de comment ça s'appelle, solution aware. Donc tu as parlé de stade en fait de conscience niveau de conscience, vis-à-vis du consommateur. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder l'outil Upside, UPSYD. Ça explique très clairement en fait ce côté de la personne, elle sait pas qu'elle a un problème. La personne, elle sait qu'elle a un problème. La personne, elle cherche une solution, elle trouve une solution, elle trouve votre solution et comment vous arrivez à la convertir. Et tout ce genre de ces étapes, il faut disons que vous pouvez pas arriver devant une personne qui est même pas au courant qu'elle a un problème en disant on va régler ce problème avec tel truc. C'est pas possible en fait. Elle ne sait même pas qu'elle a ce problème-là. Donc ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Pardon. Pareil, tu parles de la manque de spécificité. Ça, personnellement, j'ai pu en être victime chez J7 Media. Je lève la main il y a quelques années, mais oui, lorsque vous arrivez sur une page de vente, juste marquer webinaire sur telle niche, c'est pas assez. C'est plutôt de tout de suite dire avec ce webinaire, vous allez atteindre tel résultat. Et tout de suite, c'est beaucoup plus vendeur. Et autre chose aussi dont on parle très peu, la cohérence dans le parcours d'achat. Et au niveau de la promesse, il y a un terme qui s'appelle le AdSense, ou un peu j'ai toujours du mal à le traduire en français, mais en gros, clairement, la cohérence publicitaire, c'est-à-dire que vous cliquez pour une promesse sur une publicité, et lorsque vous arrivez sur une page de vente, il faut que cette promesse, elle soit tout de suite là. Parce que si c'est quelque chose d'un petit peu différent, la personne va se dire, tiens, je comprends pas, moi j'ai cliqué pour une promesse et je la retrouve pas sur la page de vente. Donc, toujours faire en sorte que ça se suive en permanence et qu'il y ait une bonne cohérence. Je te repose la question, mais cette fois pour l'emailing, parce que c'est aussi un domaine que tu maîtrises et pour lequel on te contacte. C'est quoi les erreurs les plus récurrentes que tu trouves dans ce domaine? Alors pour les emails, les erreurs les plus fréquentes concernent surtout le travail de l'objet qui est souvent négligé, et pourtant si c'est pas assez accrocheur, ça ouvrira pas. Et tout le travail de copywriting à l'intérieur de l'email sert à rien du coup. Donc c'est assez dommage. Et il y a plusieurs façons d'écrire des objets de mail qui ne laissent d'autre choix que de cliquer pour lire la suite. Et je pense par exemple aux objets bénéfices, curiosité ou résultats. Est-ce que tu veux que je te donne des exemples pour chaque Vas-y, ouais. absolument. Super. Exemple d'objet bénéfice, ça sera 3 astuces faciles pour réaliser l'objectif en 10 minutes par jour par exemple. D'accord. Un objet curiosité, ce sera tu veux atteindre tel objectif, fais ça. Du coup, t'es obligé d'ouvrir l'email pour savoir comment on fait. Un objet résultat, ce sera plutôt comment Mélissa est passée de 0 à 2000 abonnés sur LinkedIn en 30 jours. Est-ce que tu as une taille à recommander? Parce que l'objet a un certain point. Alors peut-être dépendamment aussi des par exemple si t'es sur Outlook, si t'es sur Gmail, si t'es sur Yahoo, je ne sais pas quelle autre boîte mail, mais probable que l'objet soit coupé à un certain moment. Est-ce que tu as une taille où tu sais que si tu es autour de ce nombre de mots, tu devrais pas être coupé? Le plus court est le mieux, forcément. Ce sera plus impactant. Après, la bonne pratique, c'est de rester dans le nombre de caractères impartis par la solution email que tu utilises. D'accord. Okay. Après, donc, on a parlé de l'objet. Pour ce qui est du contenu, l'erreur, c'est d'oublier qu'il faut garder une idée par email. On ne cessera jamais de le répéter. Un email, c'est un objectif, un message et un CTA, un call to action. Et j'en vois beaucoup. Comme une page de vente. Comme une page de vente, comme tous les supports, effectivement. Et j'en vois beaucoup qui parlent de plusieurs sujets, qui mettent plusieurs CTA. Et donc, en tant que lecteur, on ne sait pas trop quoi faire, sur quel pied danser. Donc, si on prend au global, sur une séquence de bienvenue, par exemple, ce serait de négliger le tout premier email en envoyant un email lambda. Quand tu sais qu'il est 4 à 5 fois plus lu que les autres emails, c'est vraiment dommage. Et c'est un des moments dans le parcours d'achat où vous avez toute l'attention du lecteur, donc autant faire une bonne impression. Et l'email, ça reste un moyen privilégié pour distiller ta personnalité, créer une relation de proximité et de confiance avec l'audience, donc il faut en profiter. Tu me fais penser aussi à une petite technique que j'avais vue sur une séquence emailing et je trouvais ça particulièrement brillant. Effectivement, le tout premier email que tu envoies à une personne qui vient de s'inscrire à ta liste ou peu importe, c'est l'email qui sera le plus ouvert et donc probablement le plus lu de tout le reste. Et un truc intéressant, si vous avez bien dessiné toute votre séquence,
c'est de dire à la fin de chaque email quel sera le sujet du prochain pour que la personne, pour créer un peu de justement un sentiment d'attente et justement d'être pressé de recevoir le prochain. Donc, vous pouvez déjà être en train de vendre le prochain email à la fin de votre tout premier. Lors de nos échanges, je citais une technique que j'adore utiliser, c'est celle du ouvrez les guillemets. Et donc, pour trouver le bénéfice associé à une caractéristique d'un produit, on se pose la question et donc. Exemple, mon produit ne contient pas de produits chimiques. Et donc, il est bon pour l'environnement. Et donc, vous réduirez votre empreinte écologique en le choisissant. Forcément, cette dernière phrase, ça parle beaucoup plus que simplement dire qu'il n'y a pas de produits chimiques. Et je me tourne vers toi. Est-ce que tu aurais d'autres techniques faciles à mettre en place pour notre audience de ce style? Alors, ma première technique, et je sens qu'elle va beaucoup te plaire, c'est de pas avoir de technique, en fait. Ça paraît un peu contre-intuitif dit comme ça, mais écrire toutes les idées telles qu'elles viennent pour ensuite essayer de les faire rentrer dans des cases, de les organiser par bloc, parce que c'est comme ça qu'on construit une page finalement, c'est un gain de temps monumental. Alors que si d'entrée, on prend sa page, on écrit PAS et on essaye de remplir, ça bride toute l'inspiration, je trouve. PAS, tu peux nous expliquer ce que c'est PAS? PAS, du coup, c'est le framework problème, agitation du problème et solution. D'accord, ok, merci. Donc ouais, je disais que ça bridait toute l'inspiration. Et après, finalement, tu commences à rentrer dans un cercle vicieux en te disant il faut que je remplisse, et c'est foutu. Mais allez, je sens que t'es bien friand de petites astuces, donc je vais quand même t'en donner d'autres. Moi j'adore, moi j'adore quand même. Vas-y. Du coup, j'aime beaucoup une technique qui consiste à réécrire chaque phrase en commençant par vous ou votre. Mais réécrire chaque phrase sans en changer le sens. Ça permet de remettre l'emphase sur la cible, parce qu'on sait tous que la cible aime qu'on parle d'elle, qu'il faut la projeter dans une transformation de sa vie avec votre solution. Donc, en ajoutant vous ou votre, vous lui parlez vraiment à elle. Et ça permet aussi d'éviter de tomber dans le je qui est à bannir complètement de votre langage. Donc, si je dois donner 2 exemples, si on prend Loom, donc la solution de création de messages vidéo, leur proposition de valeur, c'est les messages vidéo Loom éliminent les distractions pour aider les équipes à travailler plus intelligemment. On est d'accord qu'on peut largement faire mieux. Et si on introduit la technique du vous, donc, ça donnerait vous créez ou vous envoyez des messages vidéo Loom pour éliminer les distractions et aider vos équipes à travailler plus intelligemment. Donc, on recentre sur la cible et sur ce que ça lui apporte. Un autre exemple, si on prend la promesse de Slack, c'est conçu pour les utilisateurs, optimisé pour la productivité. Donc, ok, mais conçu pour les utilisateurs, ça fait une sacrée mise à distance quand tu sais que c'est précisément un potentiel utilisateur qui te lit. Donc, on changerait ça pour conçu pour vous, optimisé pour la productivité. Donc, sur cette note, petit exercice pour tes auditeurs, allez sur la landing page de votre SaaS préféré, par exemple, et réécrire la promesse avec cette technique pour lui donner une nouvelle dimension. Hey, j'interromps votre épisode de Social Selling pour parler à notre audience canadienne. Si vous cherchez un job en tant que média buyer, c'est possible. J7 Media ouvre de nouveau son recrutement sur le sol nord-américain pour des postes de média buyer ainsi que de directeur de compte en publicité Facebook. Rejoignez une équipe pleine d'ambition, soyez formés aux meilleures pratiques Facebook Ads et devenez un pilier de la croissance pour vos clients. Pour plus d'informations, ça se passe sur l'onglet carrière de J7 Media au j7media.com. Retour à l'épisode. Un point assez intéressant, ce que tu viens de dire, je viens d'y penser, mais le fait d'aller travailler sur d'autres pages de vente qui ne vous appartiennent pas, je vous assure que c'est beaucoup plus facile de le faire, de le faire sur les autres que sur vous. Donc peut-être, comme tu dis, commencez à travailler sur des pages de vente qui ne sont pas les vôtres et sur lesquelles vous avez plein d'idées et ça vous dérange pas, vous n'êtes pas émotionnel de changer les pages. Entraînez-vous et comme ça, quand vous revenez sur vos propres pages, vous virez l'émotionnel, vous savez que vous arrivez à remplir cet exercice et après, vous mettez vraiment au travail. Mais vas-y, je te laisse continuer. Du coup, j'ai une autre technique à partager. Ça serait celle qui consiste à multiplier les points de contact avec la cible pour poser des questions. C'est utile pour obtenir de la data à jour en permanence. Donc, ça peut être sur le site web avec 2-3 questions dans une exit pop-up, sur la page de remerciement après une action effectuée, sur un CTA en fin d'email, donc répondre à cet email en me disant blablabla. Et l'idée, donc, c'est de poser des questions sur les points de douleur de la cible, ses frustrations, ses objectifs, et chercher à en savoir plus sur ses besoins. Donc, dans l'exécution, par exemple, je suis sur un site, je vais partir du site et là, il va y avoir une pop-up qui va s'ouvrir en me disant « Attends, est-ce que tu peux répondre à cette question ?» Exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Et tu utilises, il y a
logiciel, ça, c'est pas tellement le terme, mais il y a un logiciel que tu utilises pour ça, en particulier, genre un Typeform ou je sais pas? Typeform, Tally, ça fonctionne très bien. Pour D'accord. les exit pop-up, je crois que ça se fait en natif sur les logiciels. D'accord, ok. Ensuite, tu m'as demandé des templates aussi. Donc, si je devais donner un template pour une landing page, par exemple, ce serait un header avec un pré-titre pour qualifier l'audience, un titre et une proposition de valeur claire. Donc, si je te donne un exemple de pré-titre, ce serait pour les copywriters qui veulent construire une activité stable et rentable. Donc là, on préqualifie bien l'audience pour confirmer que c'est le bon lecteur qui lit la page. Un exemple de titre, ce serait « Obtiens tes 3 premiers clients dans les 30 prochains jours sans envoyer des centaines d'emails de prospection ». Là, on a un bénéfice concret, on a de la spécificité, de la précision. On sait en combien de temps on va avoir le résultat et on traite même une objection. Et un exemple de proposition de valeur, on pourrait dire améliore tes compétences en copywriting, trouve des clients qui partagent tes valeurs et mène des projets avec confiance grâce à des process carrés. Donc c'est souvent un triptyque qui développe le titre, la proposition de valeur. Ouais. Voilà. Donc ensuite, si on descend un petit peu sur la page, on aurait le formulaire avec des champs pertinents forcément et un call to action, un premier call to action. Ensuite, on aurait une petite partie qui parle de la cible quand c'est nécessaire, donc qui reprend ses croyances, ses douleurs, ses problèmes. Ensuite, on aurait une présentation de l'offre, de la solution, en utilisant la méthode CBP. Okay. CBP qui veut dire caractéristique, bénéfice, preuve. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on donne une caractéristique, il faut l'associer à un bénéfice concret pour la cible. Oui. Et donc, finalement, la méthode un peu, et donc exactement. On revient. C'est bon, j'ai placé ma méthode. Et soutenir le tout par une preuve, évidemment. Là, on peut replacer un autre call to action. En dessous, on peut parler de la vie du prospect avec la solution, donc le projeter dans une transformation positive de son futur. Ensuite, on peut mettre un bloc de témoignages, d'avis clients, une FAQ, un dernier CTA, et votre page est optimisée pour la conversion. Après, okay. c'est à ajuster en fonction du contexte, etc. Mais c'est la trame habituelle. Voilà. D'accord. Enfin, tu connais sans doute la formule bénéfice sans contrainte ou résultat sans contrainte pour une promesse ou une accroche. J'aime bien la variante bénéfice même si objection. C'est une formule un petit peu passe-partout qui permet de traiter des objections et de capter l'attention du lecteur dès les premières lignes parce que tu utilises tes propres mots finalement. D'accord. Donc bénéfice sans contrainte, ça pourrait être par exemple perdre du poids sans faire de sport, par exemple. C'est ça. T'as le bénéfice sans la contrainte. Et est-ce que tu aurais un exemple là, spontanément de bénéfice même si objection? Un exemple avec bénéfice même si objection, on pourrait dire perdre du poids même si vous ne pouvez pas faire de sport, par exemple. D'accord, ok. Parce que la personne, par exemple, elle est malade ou elle a un problème au genou et du coup, tout de suite, elle va se dire, vous allez m'orienter vers le sport, je peux pas en faire personnellement. Ok, je comprends. Une question un petit peu plus dans l'air du temps, si je puis dire. Est-ce que tu as ajouté à ton exécution ou à ton analyse pré-rédaction, parce que tu fais énormément d'analyse pré-rédaction, comme tu nous expliquais, de l'intelligence artificielle type ChatGPT? Et si oui, de quelle façon ça vient t'aider? Alors, chacun a son propre avis sur la question de l'intelligence artificielle. J'en vois beaucoup qui sont assez paniqués à l'idée de se faire remplacer par ChatGPT et compagnie. Mais bon, c'est un sujet assez vaste, on peut en discuter des heures, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Personnellement, j'ai choisi de ne l'intégrer qu'en complément de mon activité. Donc, pour la partie pré-rédaction, comme tu dis, pas dans l'exécution, parce que j'estime que ma plus-value aujourd'hui, elle réside dans ma capacité d'analyse d'un business ou d'une problématique, dans les stratégies que je suis capable de mettre en place en fonction d'un contexte donné. Du coup, pour la partie pré-rédaction, par exemple, avec les bons prompts, toujours pareil, c'est super utile d'utiliser l'IA pour compléter la recherche à propos de la cible. Donc, je l'utilise pas mal en mode journal intime pour lui faire évoquer ses problèmes, ses désirs, ses frustrations, etc. Et bien évidemment, il faut faire le tri dans ce qu'il raconte pour mettre en évidence les éléments les plus pertinents. Mais je trouve que parfois, certaines expressions utilisées, certains mots sont très puissants et ça peut clairement faire office de verbatim dans un texte copyrighté. Je ne peux que te rejoindre sur cette pratique de journal intime. Pour l'avoir mis en place moi-même sur certains clients, je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire de faire en sorte, parce que ChatGPT est très fort surtout pour les jeux de rôle, dès lors que vous le conditionnez à être une certaine personne, il va l'être très très bien. Ouais. Donc dans le sens,
lui dire tu es tel type de personne, tu as tel problème, tout ce que tu sais déjà de ton audience, tu as tel problème, tu as ceci, tu as cela. Moi, je vais essayer de te vendre ce produit et tu vas me dire pourquoi tu veux pas l'acheter et juste de faire un peu un ping-pong. C'est impressionnant les informations que tu peux obtenir, même de clients que tu connaissais très bien et que tu pensais très bien connaître. Il y a toujours des petites spécificités, des petites subtilités qui vont arriver et qui peuvent vraiment t'aider là-dedans. Donc je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai que pour rédiger en soi du copy, enfin pour faire de la rédaction, je trouve ça pas encore super intéressant. Mais rien que ça, les jeux de rôle pour enrichir un peu ton carnet de notes à propos de l'audience, c'est génial. Ouais. Alors qu'on échangeait pour préparer l'épisode, tu m'expliquais qu'une partie de tes clients venaient te voir pour corriger de l'existant. Est-ce que tu peux nous parler d'un de tes clients avec lequel justement tu as corrigé son tunnel de vente et quels ont été les résultats par la suite? Oui, alors c'est souvent une partie du tunnel que j'ai à revoir. C'est rarement le tunnel complet en une seule fois. Et je suis pas super à l'aise de partager des résultats parce qu'ils dépendent pas uniquement de moi et ce que je préconise ou ce que je mets en place. D'accord. Mais bon, je veux bien te partager 2 cas sur lesquels je suis intervenue. Le premier cas, je suis intervenue sur une problématique de conversion pour une petite entrepreneur dans le domaine de l'éducation. La cliente galérait, il faut le dire clairement, à remplir un de ses programmes qui avait une capacité de 50 personnes. D'accord. En regardant sa page, ça rejoint un petit peu les erreurs que je mentionnais un peu plus tôt. On avait un combo promesse non spécifique, wording pas adapté, une offre un petit peu brouillon, un CTA qui était invisible et peu engageant. Si je me rappelle bien, il était blanc sur fond blanc avec Nickel. juste un contour coloré qui disait s'inscrire, quoi. Donc ça ne respectait pas ta triptyque offre, cible, technique. C'est ça. Ok, voilà, j'ai noté. C'était pas bon. Donc, ce qu'on a mis en place, ça va de soi. On a tout repris du début avec une recherche sur la cible, le wording, etc. On a redéfini son positionnement, clarifié son offre. Elle a fait appel à un web designer pour tout ce qui était partie graphique. D'accord. Donc, le résultat était beaucoup mieux. Avant, elle avait passé 6 mois à obtenir 20 inscriptions. Après, en 2 semaines, suite à la mise en ligne de la nouvelle page et grâce au nouveau design, il faut le dire aussi, elle a triplé son nombre d'inscrits. Donc, elle a dû en mettre sur liste d'attente. Et tout ça, en gardant le même système d'acquisition. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même sur des petits volumes, on arrive à obtenir des résultats assez sympas. C'est très bien ce que tu viens de dire, les petits volumes, parce que c'est vrai qu'on se dit tout de suite, va pas y avoir une différence énorme alors parce que j'ai pas assez de trafic, mais en vérité, tu le prouves. Une offre mieux définie en partie, parce que t'as aussi travaillé sur la promesse, sur le wording, ça peut tout changer. Exactement. J'ai un autre exemple, du coup, c'était un entrepreneur qui avait monté une offre un petit peu à la va-vite, un petit peu vite fait, sans vraiment faire d'études de marché ni rien, et qui, contre toute attente, avait bien fonctionné. Donc, il a voulu miser davantage sur cette offre et la structurer, créer un joli tunnel optimisé et automatisé. Du coup, ce que j'ai fait pour commencer, la grosse étape incompressible, la recherche de marché complète, parce que c'est la base de tout projet. Ensuite, j'ai écrit une page de capture d'email qui avait pour objectif de faire télécharger un lead magnet. Le client envoyait déjà des emails parce qu'il avait une vieille pub qui tournait et qui envoyait sur son site web avec une pop-up qui s'ouvrait pour capturer les emails. Et j'ai aussi écrit plusieurs versions d'une pub Facebook, mieux copyrightée, bien copyrightée, pour différents types de trafic. Du coup, côté résultat, avant, on avait un coût par inscrit à 3,79 € et un mois plus tard, on a réussi à réduire ce coût de plus de 50% avec une des versions de la pub qui est passée à 1,50 € par inscrit et une autre version à 1,08 €. Ok, énorme. Ouais. Donc là, la suite, c'est de continuer à optimiser ce tunnel, modifier le lead magnet, peut-être, on verra s'il est OK. Tester d'autres versions de la pub avec des créas différentes, sur des cibles différentes, etc. Et reprendre toute la partie emailing qui aujourd'hui est beaucoup centrée sur les promotions produits et tout ça. Mais on sait qu'il faut aussi apporter de la valeur, créer un lien avec l'audience et tout ça. Donc, et enfin, optimiser les pages des formations pour augmenter les ventes. D'accord, ok. Justine, on arrive petit à petit à la fin de l'épisode. J'ai pris quelques notes pour me souvenir de tout ce que tu avais dit. Typiquement, j'en retiens de cet entretien un CTA par étape, une seule action et demander à chaque étape. Si vous commencez à demander plusieurs choses à la personne dans une même page, vous allez juste vous perdre ou ça va pas se faire. Prenez de la data, n'ayez pas peur d'aller poser des questions aux personnes
sur une pop-up, par email ou peu importe, mais comme tu disais, multiplier les points de contact. Un point qui me paraît ultra important et qui peut absolument tout changer, et t'as eu ça sur ton étude de cas, c'est le fait d'avoir une offre claire et un verbatim qui est clair et qualifier la personne directement dès les premières phrases. C'est-à-dire pas juste mettre des titres pour des titres, mais que chaque phrase qui est mise dans ce qu'on appelle la hero section, donc vraiment le header aussi, effectivement, le header de votre page, donc la première chose qui va s'afficher sur votre écran lorsque vous arrivez sur la page, que ce soit hyper qualifiant, qu'il y ait une véritable promesse, que vous soyez le plus niché possible dans votre promesse, parce que plus vous êtes niché, plus il va y avoir une valeur perçue pour les personnes qui vous écoutent. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais d'autres conseils, ou tu voudrais revenir appuyer sur certains conseils que tu as pu donner aussi pendant cet entretien? Le meilleur conseil que je puisse donner, ce serait de vraiment se concentrer sur la spécificité de la proposition de valeur, parce qu'on en voit beaucoup qui misent beaucoup sur la créativité, et on sait très bien qu'en copywriting, la clarté prévaut toujours sur la créativité. Clairement, et puis n'hésitez pas à relire vos textes et vous demander est-ce que cette phrase elle est vraiment utile ou est-ce que je peux l'enlever, parce que plus c'est long, plus on va essayer de trouver des méthodes pour aller plus vite dans la lecture. Donc si vous pouvez être simple, clair, logique et niché comme tu as pu dire, je pense que vous avez toutes les clés pour réussir. Justine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Comment est-ce qu'on peut te retrouver si des personnes ont envie d'échanger avec toi à propos du copywriting? Le meilleur moyen, c'est sur LinkedIn avec mon nom, tout simplement. Que je mettrai le lien de Justine sur les notes de l'émission. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir donné tant de conseils sur le copywriting, parce que ça peut être très utile en Facebook Ads, mais aussi pour tout le reste. Parce que nous, personnellement, on travaille énormément en conversion, donc on attend toujours à ce que la personne sorte de Facebook pour se rendre sur une page de vente. Et là, il y a aussi un combat à mener, il y a aussi des optimisations à faire, il y a aussi des métriques à regarder pour voir si on peut améliorer chaque métrique et rapprocher la personne de la conversion finale. Donc merci d'avoir été avec nous. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, juste nous mettre une petite note sur Apple Podcast, un petit commentaire, ou même nous partager sur LinkedIn. Souvenez-vous qu'il y a toujours cette enquête qui est dans les notes de l'émission. Et si vous avez envie d'avoir un autre épisode totalement dédié à une thématique, n'hésitez pas à remplir l'enquête et je ferai au mieux pour faire cet épisode. Justine, merci beaucoup encore une fois. Merci à toi, Antoine. C'était un plaisir. Et écoute, plaisir partagé. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.